Un jeune homme, Yu Ningfei, reçoit un message d'une femme lui disant d'aller à l'aéroport et de trouver la ligne CC. Ningfei reçoit une carte de métro qui en informe qu'il y a un métro à l'aéroport. Il est censé se rendre au métro et prendre le train en direction du collège du château. Ningfei arrive à l'aéroport et demande à l'agent de sécurité où il peut trouver la ligne CC, mais le garde l'envoie balader, pensant qu'il est un mendiant. Ningfei découvre rapidement que tout le monde le traite comme un mendiant, et il se rend vite compte que les mendiants habituels en Amérique s'habillent comme lui. Cela rend encore plus évident qu'il vient de Chine. Il est sur le point d'abandonner lorsqu'un jeune homme, Fingers Frings, s'approche de Ningfei. Il dit à Ningfei qu'il rallie aussi au collège du château et qu'il connaît le chemin. Finger conduit Ningfei jusqu'au métro et lui explique que le cursus normal dure 4 à 5 ans, mais qu'il a redoublé plusieurs fois. Ce sera sa 8e année à l'école, et il est maintenant classé R. Il ajoute que le train est la seule voie d'accès au collège. En attendant le train, Ningfei est dans une sorte de transe où il voit un jeune homme inconnu qui appelle son frère. Avant qu'il ne puisse en savoir plus, Finger le réveille et lui dit que le train arrive bientôt. Ils doivent confirmer leur identité auprès d'un agent de sécurité en passant leur carte d'identité. Ningfei s'approche du garde et se présente. Le garde devient fou en réalisant que Ningfei est le nouveau classé S qui va être admis à l'école. Finger rejoint également le garde et dit que Ningfei aurait dû être pris en charge par un avion au lieu du train. Le garde dit que tout ce qu'il aurait eu à faire, c'est de passer sa carte et le train serait arrivé sans aucun retard. Ningfei s'exécute et le métro s'illumine immédiatement. Le système annonce que le train est en approche, en un rien de temps, le train arrive. La porte du train s'ouvre et Ningfei est accueilli par le professeur Gundao. Dans le train en direction de l'université, le professeur remet à Ningfei un formulaire confidentiel à signer avant de lui expliquer tout ce qu'il doit savoir. Après avoir signé le formulaire, Ningfei apprend que l'école étudie les dragons et la manière de les tuer. Les gens du monde extérieur pensent que les dragons sont un mythe, et c'est aussi ce que croit Ningfei. À ce moment-là, il y a de nouveau une vision de l'âme et revoit le garçon d'avant. Le garçon lui dit que tout ce qu'il vient d'entendre est la vérité. Le garçon raconte que l'ancêtre originel du dragon Racha, le Black Emperor Midog, a été tué il y avait milliers d'années sur son propre trône. La montagne était recouverte de glace et les hommes qui ont tué le dragon ont placé son immense cadavre au sommet de la montagne. Le jour de sa mort est ce qui a marqué ce qu'ils appellent aujourd'hui la nouvelle ère. Les gens ont célébré la mort du dragon. Ningfei demande au garçon s'il y a un lien de parenté avec le dragon, mais il répond que non. Après être revenu à son état normal, un homme nommé Masashi Toyama arrive pour montrer à Ningfei une preuve de l'existence des dragons. J'ai lui montre une balance mais cela ne suffit pas à convaincre Ningfei. Il décide alors de montrer à Ningfei un bébé dragon qui a été découvert en 1796. Le bébé dragon est resté en état de sommeil depuis qu'il a été trouvé. Ningfei s'approche du dragon et celui-ci se met soudainement à bouger. Le dragon essaie de briser le conteneur enfermé n'y parvient pas. Finalement, il retourne à son état de sommeil. Le professeur dit que la lignée de Ningfei a dû réveiller le dragon. Il ajoute qu'ils ont eu de la chance d'avoir changé le conteneur nano l'année dernière, sinon cela aurait été catastrophique si le dragon s'était échappé. Quelques instants plus tard, ils arrivent à destination et le professeur souhaite officiellement la bienvenue à Ningfei au Castle College. Alors que le professeur et Ningfei traversent le couloir, le professeur informe Ningfei que des recherches ont montré qu'il y a des dragons de haut niveau endormis un peu partout en Chine. Ningfei remarque qu'il n'y a aucun étudiant dans les environs et demande pourquoi. Le professeur réalise son erreur et dit immédiatement à Ningfei de se baisser. Le professeur avait oublié qu'aujourd'hui c'est le jour de la liberté et que les étudiants participent habituellement à des jeux de guerre. Les deux clubs de l'école, la Société du Cœur de Lion et l'Union des étudiants, s'affrontent toujours lors des jeux de guerre. Puis le chef de la Société du Cœur de Lion est Xu Xiang et le président de l'Union est César Gattuso. Soudain, des étudiants des deux clubs surgissent de tous les côtés et une bataille éclate. Le professeur Gundao se fait tirer dessus dans la mêlée et s'effondre au sol. Quelques minutes plus tard, il ne reste plus que des chaises des deux clubs et un tireur d'élite de chaque camp. César et Yang décident de s'affronter en un contre un. Le duel commence et Ningfei ne peut qu'observer depuis la touche, tout en se disant que tout ce qui se passe est bien réel. Ningfei est sur le point de se faire tirer dessus lorsque la tireuse d'élite survivante, Nono, une fille rousse, Vesora,
Croyant que Nono est morte, Mingfei est pris de rage. Il ramasse un pistolet et un fusil. Il tire une balle dans la tête de l'autre tireur d'élite et envoie un tir dévastateur sur Jiang et César. Mingfei est encore plongé dans sa tristesse lorsqu'il entend la trompette retentir. Les infirmiers se précipitent sur le champ de bataille et commencent à s'occuper de tout le monde. Un autre professeur, le professeur Monstin, arrive et commence à se plaindre du coût exorbitant de tout cela. Mingfei essaie toujours de comprendre ce qui se passe lorsque Gundao apparaît à ses côtés. Mingfei a peur d'avoir vu un fantôme, mais Gundao le rassure en lui disant qu'il est bien vivant. Gundao explique alors toute la situation à Mingfei. Il ajoute que les balles utilisées pendant la bataille ne contiennent que des sédatifs. Tous les élèves se relèvent enfin et le professeur Monstin dit qu'il va appeler le principal en Jules pour qu'il mette fin au jeu de guerre. Il se plaint au principal que le coût de l'innovation est élevé, mais le principal lui dit de laisser les élèves tranquilles et de les laisser faire toutes les activités qu'ils souhaitent. Ange dit que l'école paiera pour tous les dégâts. Le principal dit aux élèves qu'il ne pourra pas revenir cette année et demande à Monstin de passer le téléphone à Mingfei. Angie souhaite la bienvenue à Mingfei à l'école et le taquine aussi sur le fait d'avoir mis KO 2 élèves de rang S. Angie dit qu'il n'est pas surpris car Mingfei lui-même est un élève de rang S. On m'apprend que Jiang est de sang pur, tandis que César est un hybride. Après avoir raccroché, Angie et un autre professeur nommé Mantz sont faits en train de discuter de la nécessité de former les élèves et de les préparer au combat. Cependant, Mantz soutient que ce dont ils ont besoin, c'est d'un prodige vraiment capable. Vidéo pense que Jiang et Qi sont forts, mais ils envisagent désormais aussi Mingfei. Il change de sujet et parle de l'opération des collines prévue pour le lendemain. Mans dit que Yusheng et Aki sont prêts à plonger dans l'eau, mais qu'ils doivent faire attention à ne pas réveiller le dragon qui y dort. De retour à l'école, Mingfei arrive dans sa chambre et découvre que Finger sera son colocataire. Finger sait visiter l'école à Mingfei. Il lui explique qu'il existe plusieurs compétences en mime et que c'est grâce à elle qu'ils peuvent pratiquer la magie. Un élève qui essaie de faire de la magie perd le contrôle de souvenir et libère un monstre d'eau, mais un professeur intervient pour empêcher l'eau de devenir incontrôlable. Mingfei se retrouve devant un arbre dont la moitié des feuilles sont fanées, tandis que l'autre moitié est nourrie. Finger informe Mingfei que, selon la légende, Nidog, l'empereur dragon noir, a été vaincu sous cet arbre. L'arbre est désormais le symbole de l'université. Guidorien trouve les deux devant l'arbre et demande à Mingfei de le suivre jusqu'à son dortoir. Ils arrivent au dortoir et Gundiaran remet à Mingfei sa carte d'identité d'étudiant. Gundiaran dit à Mingfei qu'il participera demain au test 3 et qu'il sera renvoyé chez lui s'il échoue. Cependant, sa mémoire sera effacée avant d'être renvoyé chez lui. Gundiaran annonce qu'il est temps d'évaluer sa lignée. Il sort une boîte d'enregistrement contenant le rugissement de Nidog. Cet enregistrement est connu sous le nom d'Imperium Yanling. Gundiaran lance l'enregistrement et s'attend à ce que Mingfei ressente quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Mingfei reste aussi normal qu'à son habitude et ne pousse aucun rugissement. Gundiaran pense que les gènes humains de Mingfei ont réprimé ses gènes de bragueur. À ce moment-là, il se souvient de quelque chose et quitte précipitamment la pièce avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre à Mingfei. Après le départ de Guidorien, Finger diffuse sur le réseau d'information de l'école que Mingfei n'a pas réagi à l'Imperium. Finger dit alors à Mingfei qu'il peut l'aider à tricher et à réussir le test 3E. Plus tard, Yang et Kiss découvrent que Mingfei n'a pas réagi à l'Imperium. Peu après, Gundiaran appelle Monstin pour le retrouver à la bibliothèque. Monstin et Gundiaran consultent des livres pour comprendre pourquoi Mingfei n'a pas réagi. Ils élaborent une théorie selon laquelle Mingfei descendrait de la lignée du roi blanc qui a défié Nidog. Au cours d'une bataille féroce, le roi blanc a perdu face au roi noir, et tous ses descendants ont été enterrés avec lui. Monstin dit que s'il y a la moindre possibilité que Mingfei soit un descendant du roi blanc, il doit devenir un sujet d'étude. Cependant, Gundiaran répond qu'il ne veut pas que Mingfei devienne un cobaye, car c'est un bon garçon. Monstin affirme qu'il ne parlera de ce sujet à personne tant que Mingfei n'aura pas passé le test 3E. S'il ne réussit pas le test, Monstin dit qu'il n'aura pas d'autre choix que de signaler ce qu'ils ont découvert. Il ajoute qu'il veillera à ce que Mingfei soit traité humainement. Plus tard dans la nuit, une personne inconnue ordonne à l'I.A de l'école, dormant, de permettre à Mingfei de réussir le test 3E. Le lendemain,
Mingse arrive dans la salle d'examen. Finger lui a déjà donné toutes les réponses aux questions qui seront posées. Finger dit qu'ils vont diffuser un enregistrement qui les plongera dans une vision de l'âme. Le test commence et les autres élèves se mettent dans un état étrange et amusant. Mingfe regarde à côté de lui et découvre que seul lui et une fille aux cheveux blancs ne se comportent pas bizarrement. Mingfe est occupé à écrire la réponse quand il tombe dans son état de transe habituel. Il revoit le garçon et lui demande son nom. Il réveille que son nom est Ming. Mingfe est surpris car son cousin porte aussi ce nom. Ming dit que Mingfe n'est pas comme les autres et révèle aussi que Mingfe est dans sa propre vision. Mingfe revient à la réalité et voit Nono debout devant lui. Nono réveille que Mingfe a dormi pendant 2 heures et qu'il a aussi dessiné 9 réponses au lieu de 8. Nono lui dit de ne pas s'inquiéter car il a sûrement réussi le test. Mingfe retourne dans sa chambre et Finger le félicite d'avoir réussi le test. Il demande à Mingfe s'il a choisi ses cours. Finger lui demande s'il a choisi le cours du professeur Mans. Il révèle ensuite que Mans est en mission depuis 2 semaines. Des rapports indiquent qu'il a trouvé des traces d'un ancien dragon. Ailleurs, Mans dirige l'exploration d'une cité sous-marine en ruine. Ati et Nusheng de ces types et plongent dans l'eau. Lusheng des Atipenrium a trouvé la porte du village oublié. Mans informe Anju qu'ils ont trouvé la cité de bronze, mais qu'ils ont besoin de la clé pour y entrer. Mans dit que cela doit être le palais de l'un des rois dragons, Norton. Anju autorise Mans à utiliser la clé. Mans entre dans une pièce et récupère un bébé au sang de dragon pur. Il s'équipe avec le bébé et plonge dans l'eau. Il arrive à la porte et utilise le bébé comme clé pour l'ouvrir. Il donne leurs instructions à Aki et Yusheng, puis retourne au navire avec le bébé. Après être revenu sur le navire, Mans demande à Norma de faire un scan complet de la ville. Aki et Sheng arrivent dans une salle où ils voient un immense pilier de bronze. Sheng propose d'explorer plus loin pendant qu'Aki reste là pour prendre des photos du pilier et des environs. Aki commence à prendre des photos avec son masque et les transmet au navire. Quelques instants plus tard, Aki commence à perdre connaissance, mais Sheng arrive à temps à la réveille. Il dit à Aki qu'il a trouvé un vase qu'ils vont ramener sur le navire. Sheng dit qu'il pourrait y avoir un bébé dragon qui dort à l'intérieur. Soudain, le système de sécurité de la ville s'active lorsqu'Aki touche une petite statue. La configuration de la ville commence à changer et le duo se met à courir pour s'échapper. Ils commencent à franchir tous les obstacles devant eux dans l'espoir de retourner au navire. Sheng dit qu'Aki a dû relancer toute la ville en touchant la statue. De retour au collège Cassin, les étudiants classés A et au-dessus sont convoqués en salle d'urgence. Avant que Mingfe ne quitte sa chambre, il tombe dans une prose où Ming lui dit ce dont il aura besoin. Ming lui donne un code de triche pour résoudre n'importe quelle carte qu'il trouve. Mingfe arrive dans le hall et voit d'autres étudiants qui se préparent également à recevoir un briefing. Les étudiants sont informés que 2 membres du bureau d'exécution sont piégés dans les ruines du dragon et qu'ils ont besoin de leur aide pour trouver une issue le plus rapidement possible. Mingse remarque que la fille blonde du test est aussi dans la salle. Cela signifie qu'elle est de rang A. Les professeurs informent les étudiants qu'ils ont 20 minutes pour résoudre le plan de la ville avant qu'Ati et Sheng ne manquent d'oxygène. Les étudiants sont suppliés de tout faire pour sauver leurs camarades. Les étudiants se mettent immédiatement au travail et les professeurs espèrent qu'ils trouveront une solution avant la fin du temps imparti. Mingfe se souvient du code que Ming lui a donné et l'utilise pour déchiffrer la carte. Le code parvient à interpréter la carte et tout le monde est surpris lorsque Mingfe résout l'énigme. L'interprétation de la carte est immédiatement envoyée au vaisseau pour aider Aki et Sheng à trouver la sortie. Ils examinent la carte et découvrent que le seul chemin pour s'échapper est de descendre et de sortir par la base de la ville. Le professeur Manx est heureux que le duo ait assez d'oxygène pour sortir de la ville. En revanche, Aki est triste car elle pense qu'ils ne s'en sortiront pas, faute d'oxygène suffisant. Sheng la rassure en lui disant qu'ils sortiront à temps, ce qui remonte le moral d'Aki. Quelques instants plus tard, Manx se rend compte qu'ils n'ont pas pris en compte l'oxygène et le temps nécessaire pour que le duo remonte. Ils n'ont calculé que l'oxygène nécessaire pour sortir des ruines. Manx comprend alors qu'il risque de ne pas réussir à remonter. Il ordonne que le vaisseau soit descendu presque à la surface de l'eau et que les canaux de sauvetage soient déployés. De retour à l'université, Mingfe reçoit un appel de son ami, Oltang.
Tang remarque que Ming Fei n'a pas le moral et l'encourage à garder espoir, même dans les situations difficiles. Sur le navire, des sauveteurs ont été déployés pour tenter de retrouver Aki et Sheng. Manx est sur le point d'abandonner lorsque les types l'informent qu'ils ont trouvé quelqu'un. Aki parvient à remonter à la surface et remet le vase à Manx. Elle dit à Manx que Sheng s'est sacrifié pour elle. À ce moment-là, Aki est entraîné au loin par une créature inconnue. La créature commence à poursuivre le navire et Manx sort un fusil pour tenter de la tuer. Après avoir tiré plusieurs balles sans parvenir à éliminer la créature, des missiles sont lancés dans l'eau et la créature les avale. Les missiles explosent à l'intérieur de la créature et il suppose alors qu'ils l'ont éliminée. Soudain, l'assistant de Manx se fait empaler par un bras qui surgit de l'eau. Manx confirme enfin qu'il s'agit d'un dragon, et le dragon est même en train de se moquer d'eux. Ils veulent faire exploser le reste des munitions à l'intérieur du dragon, mais Manx explique que cela libérera de l'air brûlant vers eux, comme les flammes d'un dragon. Manx ordonne au navire d'avancer à toute vitesse vers le barrage. Il prévoit de placer le barrage entre eux avant de faire exploser les missiles. Le dragon les poursuit, mais ils parviennent à atteindre le barrage. Ils font exploser les bombes et réussissent à coincer le dragon entre les murs du barrage, mais une des dents du dragon vole et empale Manx. De retour à l'université, le directeur informe les étudiants que le navire a atterri en toute sécurité. Tout le monde remercie Ming Fei pour son excellent travail. Après être sorti des urgences, Yang s'approche de Ming Fei et lui demande de rejoindre le Grand Hat Club, mais Ming Fei refuse à contre-cœur. Yang lui dit qu'il n'a aucune rancune contre lui, peu importe le club qu'il choisit. Yang est persuadé que Kezer lui demandera aussi de rejoindre l'union des étudiants. Plus tard, des colombes sont relâchées depuis l'église et Yang lui dit que c'est le signe qu'ils ont perdu quelqu'un. Sur le navire, Manx fait son rapport de toutes ses découvertes au proviseur avant de mourir. Il demande aussi au proviseur de dire aux élèves qu'il est parti en mission afin d'éviter qu'ils ne perdent le moral. Angie dit à son camarade que le vase qu'ils ont trouvé a été envoyé à l'université et qu'ils vont essayer de découvrir ce qu'il contient. Manx prend son dernier souffle en demandant à Angie de trouver un nouveau mentor pour Nono. Ensuite, Ming Fei reçoit un email de César l'invitant à un bal ce soir-là. Ming Fei hésite à y aller car il n'a pas de tenue de soirée, mais Finger lui dit qu'il peut en louer une au club de théâtre. Plus tard dans la soirée, Ming Fei et Finger arrivent sur le lieu du bal. Nono arrive également à l'événement et elle est accueillie personnellement par César. Il s'avère que c'est l'anniversaire de Nono. L'événement commence par une danse. Le Ming Fei et Finger n'ont pas de cavalière avec qui danser. Le duo finit donc par danser ensemble. Alors que Finger profite du moment, pour Ming Fei, c'est un véritable cauchemar. Après la danse, Kezer prononce un discours percutant et en profite pour inviter Ming Fei à rejoindre le club. Ming Fei est perplexe et Kezer lui dit qu'il a la possibilité de réfléchir à l'offre avant de lui donner une réponse. Après le discours, la fille blonde du test 3 se lève pour danser avec Ming Fei. Ming Fei ne sait pas danser, alors la fille le guide. Quand Ming Fei lui demande son nom, elle lui dit de l'appeler Zéro. Après cette belle danse, la fille quitte la salle. Une fois la fille partie, Ming Fei quitte lui aussi la salle. Il aperçoit Nono dehors, sur le point de partir avec la voiture de César. Ming Fei s'approche d'elle pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Nono dit qu'elle est fatiguée et que c'est pour cette raison qu'elle quitte la fête. Elle demande à Ming Fei s'il sait conduire, et il répond que oui. Elle demande alors à Ming Fei de la conduire au sommet de la montagne pour qu'elle puisse se détendre. Au moment où le duo part pour la montagne, l'école est envahie par un groupe d'hommes armés. Les élèves sont informés qu'ils doivent s'armer et défendre l'école. En route vers la montagne, Ming Fei retombe dans une transe où il voit Ming assis à côté de lui dans la voiture. Ming Fei a peur, car se retrouver au pays des rêves signifie qu'il pourrait les conduire dans un fossé dans la réalité. Cependant, Ming lui montre le chemin pendant qu'il roule. Il demande à Ming Fei s'il est prêt à avouer ses sentiments à Nono. Ming donne alors à Ming Fei un autre code de triche appelé « Montre-moi les fleurs ». Ils arrivent enfin au sommet de la montagne et le duo descend de la voiture. De retour à l'école, ils découvrent que les envahisseurs pourraient en avoir après le vase qui vient d'être apporté à l'école. Un des envahisseurs est en train de communiquer avec une femme qui semble être leur commandante. Peu après, certains des intrus sont capturés et maîtrisés.
Monstar dit qu'ils auront besoin que la barrière qui contrôle leur pouvoir soit levée afin qu'ils puissent rechercher des intrus plus efficacement. Monstar appelle son père, qui est le veilleur de nuit, pour lever la barrière. Son père accepte et lève la barrière afin de leur donner un contrôle total sur leur pouvoir. Là-haut dans les collines, Nono dit à Ming qu'elle sait que Monk est mort, mais qu'il ne voulait pas l'annoncer aux élèves. Elle explique à Ming que Monk lui a donné un code secret au cas où il mourrait. Il lui avait déjà dit qu'il serait annoncé qu'il partait en mission. Ming-se demande à Nono si elle est triste, mais elle répond que non. De retour à l'école, une fois la barrière levée, la capitaine des intrus utilise son pouvoir pour se dissimuler, elle et ses hommes, afin d'éviter d'être repérés. Au même moment, Monstar utilise ses serpents pour rechercher les intrus. Gamba indique que c'est aux élèves d'arrêter les intrus car leurs principaux hommes ne sont pas à l'école. Pendant ce temps, l'un des intrus, appelé 13, agit en solo. Leur employeur lui a confié une mission différente de celle des autres. Il informe 13 que sa prochaine destination est la cave à vin. 13 se dirige vers la cave à vin et ouvre la porte intérieure qu'il a repérée à l'aide de la carte de sécurité qui lui a été fournie. Dans l'église, Kezer active son Yaring, ce qui lui permet de voir et d'entendre tout ce qui l'entoure. Kezer appelle Jiang et lui demande si ses propres ennuis sont arrivés, mais il répond que non. Kezer dit qu'il est sur le point d'affronter sa part de problème. Les instructeurs ordonnent alors à la Société du Cœur de Lion d'évacuer la bibliothèque, mais Jiang doit rester sur place. À ce moment-là, les intrus pénètrent dans l'église, mais ils se rendent vite compte qu'ils ont été piégés. La capitaine des intrus se présente sous le nom de Sakato Kume et il s'avère qu'elle est la sœur Betty. Kezer lui présente ses condoléances, mais répond que ce n'est pas nécessaire car elle et Aki n'étaient pas si proches. Mais lance une chanson et annonce qu'ils commenceront à se battre une fois que la musique sera terminée. Cependant, l'un des intrus essaie de faire le malin, mais Kezer, étant un adversaire redoutable, met tous les intrus hors d'état de nuire, ne laissant que Mai. Il se demande pourquoi les intrus utilisent des balles sédatives au lieu de balles mortelles. Mais lui explique que sa mission est de ralentir Kezer, tandis qu'une autre fille doit également ralentir Jiang. C'est parce que ce duo représente actuellement la principale menace pour leur opération. À présent, dans la bibliothèque, une fille masquée fait son entrée, c'est Pei qui doit affronter Jiang. Elle n'apporte même pas d'armes, et les instructeurs qui observent se demandent si elle est assez puissante pour affronter Jiang sans armes. Jiang active son Yarin, qui est un royal blaze et très rare à avoir. Toute la zone où il se tient se transforme en un véritable fourneau enflammé. Les professeurs comprennent alors pourquoi le Yarin de Jiang est resté secret pour tout le monde, à l'exception du directeur et de son superviseur. C'est sûrement la raison pour laquelle tout le monde a été prié d'évacuer la bibliothèque. À la grande surprise de tous, la jeune fille possède le même pouvoir que Jiang. Pendant ce temps, 13 se retrouve dans les quartiers de Lia, où il croise l'une des personnalités de Norma, Eva. Eva lui dit qu'elle ne peut pas l'arrêter parce qu'il a utilisé une carte à haut niveau d'autorisation. Le duo discute un moment, et Eva lui indique même où il doit aller ensuite. Alors qu'il se dirige vers sa prochaine destination, 13 apprend que sa prime est passée à 5 millions. Il tombe dans un réservoir et perd son téléphone avant de pouvoir recevoir la dernière instruction. Il nage en avant et aperçoit une porte. Il hésite encore à ouvrir la porte lorsqu'une voix l'appelle « frère » et il ouvre la porte par accident. De retour sur la montagne, Nono informe Minfei que c'est elle qui l'a invité à la fête, et non Kezer. Elle demande ensuite à Minfei de rejoindre le bureau des étudiants. Pour éviter que Minfei ne pense que Kezer l'a poussée à faire cette demande, elle lui révèle qu'elle veut qu'il rejoigne le club pour pouvoir veiller sur lui elle-même. Il s'avère que Kezer et Nono sont fiancés par un mariage arrangé. Nono change de sujet et dit à Minfei que quelqu'un lui offre un cadeau d'anniversaire chaque année et qu'elle ne sait pas ce que cette personne va lui offrir cette année. Voyant que Nono a le moral à zéro, Minfei utilise une code de triche que Ming lui a donnée et l'ambiance devient soudainement joyeuse. De la musique commence à jouer, des feux d'artifice éclatent et tout se termine par une décoration de feux d'artifice affichant « Joyeux anniversaire, Nono ». Cela remonte le moral de Nono et alors qu'elle baisse la tête, une larme coule. Minfei comprend alors que Nono parlait de sa mère défunte, qui lui offrait habituellement des cadeaux. De retour à l'école, après que Tirkin a ouvert la porte, les courants d'eau le poussent vers une autre chambre où il se retrouve face à face avec un requin. Étonnamment, le requin nage sans attaquer 13.
Turkyun révèle qu'il y a quelque chose chez lui qui effraie les animaux. Il se dirige vers l'institut de recherche caché sous le collège. Il utilise la carte de sécurité qu'il a sur lui pour accéder à la porte. À l'intérieur de l'installation, Onju fait un briefing aux scientifiques à propos du vase. Après avoir scanné le vase, il découvre qu'il contient un embryon de dragon. Après une observation attentive, ils se rendent compte qu'il aurait dû y avoir 2 embryons à l'intérieur, mais que l'un d'eux s'est échappé. Les scientifiques veulent disséquer le vase pour vérifier rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, mais Onju les en empêche. Il les menace et ordonne à tout le monde de quitter la pièce. Cela donne à Kirtin l'occasion d'infiltrer la pièce sans aucun problème. Au moment où Tress s'approche du vase, il a de nouveau une vision d'un enfant l'appelant « frère ». Il s'approche encore du vase et commence à prendre quelques photos. La vision se reproduit, ce qui fait sursauter Tress. Il décide de partir sans emporter le vase avec lui. Pendant ce temps, une bouteille était tombée de sa poche lorsqu'il s'est éloigné brusquement du vase. Ses instructions finales étaient de verser la solution contenue dans la bouteille sur le vase, d'en retirer le contenu, puis de revenir. Il est parti sans le faire parce qu'il n'a pas reçu les instructions finales après avoir perdu son téléphone. Quelques instants plus tard, une silhouette inconnue, probablement Onju, entre dans la pièce. Il ramasse la bouteille et en verse le contenu dans le vase. Il se coupe ensuite la main et verse aussi son sang sur le vase. En partant, Onju dit que son sang et le dragon sont entre les mains de Nidok. Maintenant dans l'église, Kaiser dit à Mei que si elle parvient à l'éliminer en 3 effets, elle sera considérée comme la gagnante du duel. Mei s'élance contre César, mais il esquive facilement sa première attaque. Elle attaque de nouveau, et Kaiser la contre. Elle rend la 3e attaque plus difficile, mais Kaiser parvient encore à bloquer l'attaque. Cependant, Mei essaie de tricher et sort une arme à feu. À ce moment-là, un petit garçon prononce quelques mots au loin, ce qui provoque une explosion qui sépare Mei et Kaiser. Il regarde autour d'eux et voit des traces de pas fondus imprimées sur le sol menant vers l'extérieur. Kaiser est surpris que quelqu'un ait pu passer près de lui sans qu'il ne s'en rende compte. César dit qu'il a entendu le bruit de l'ascenseur. En se basant sur le mouvement, il dit que l'ascenseur venait du sous-sol. Mais se demande quel genre de monstre il garde dans l'école. Sur le chemin du retour à l'école, Nono et Ming-Fei se rendent compte qu'il y a un problème. Cependant, Nono dit à Ning-Fei de ne pas s'inquiéter car elle est sûre que tout sera réglé avant même qu'il ne soit de retour. À l'école, Xiang et l'autre fille se battent toujours, et les professeurs remarquent que la fille retient même ses coups, car son but est de ralentir Xiang et non de le tuer. D'un autre côté, Tress essaie de s'échapper de l'école à vélo lorsque Ming-Fei et Nono le percutent avec leur voiture. Ning-Fei s'approche pour s'excuser du dérangement quand lui et Tress se reconnaissent. Apparemment, Tress n'est autre que Vieux Tang, l'ami de Ning-Fei. La scène se transforme rapidement en une fausse prise d'otage pour aider Tang à s'échapper. Leur plan est interrompu lorsqu'ils voient un gamin entouré d'un bouclier d'énergie essayer de s'approcher. Les gardes commencent à tirer sur le gamin, mais le bouclier d'énergie autour de lui fait fondre les balles. Tous leurs efforts pour l'arrêter s'avèrent inutiles, et tout ce qu'ils font ne fait que le rendre encore plus en colère. Xiang et la fille interrompent leur combat lorsqu'ils découvrent qu'un danger plus grand menace l'école. La fille félicite Xiang puis s'en va. Manstin appelle son père pour qu'il fasse tomber la barrière à nouveau, mais celui-ci lui répond que cela ne servira à rien car ils affrontent un dragon de première génération, le roi de bronze et de feu. Mais appelle son employeuse pour l'informer des derniers événements. Mais lui envoie une vidéo, et lorsqu'elle la regarde, elle découvre que le gamin n'est pas le roi des dragons, Norton. L'employeuse de Mei dit que le gamin qu'ils observent est le frère de Norton, Constantine. Nono, Tang et Ning-Fei sont aperçus en train de se cacher derrière des piliers. Tang révèle qu'il a reçu l'ordre de voler le vase en ligne, et qu'il ne savait même pas qu'il s'infiltrait dans l'école de Ning-Fei. À ce moment-là, Finger les trouve derrière les piliers et pousse un cri strident. Cela les expose à Constantine, qui était justement en train de les chercher. Constantine arrive, mais le sol s'effondre à nouveau sous leurs pieds. Peu après, Mei reçoit de son employeur l'information que les balles Friga, qu'ils utilisent comme sédatifs, peuvent avoir un léger effet contre Constantine. Tous les gardes et les élèves passent immédiatement aux balles Friga et commencent à attaquer Constantine. Ning-Fei, Tang et Finger trouvent une piscine et sautent dedans pour se cacher de Constantine. Le trio entend Constantine s'approcher et décide de s'immerger complètement dans la piscine. Quelques instants plus tard, Ming-Fei relève la tête et se retrouve dans une piscine rouge. Il sort de la piscine et remarque que son environnement a changé.
Il pense qu'il s'agit d'une des visions de Ning et commence à le chercher. Il tombe sur Constantine et reconnaît immédiatement qu'il s'agit du gamin dragon qui les poursuit en voyant un bâtiment de la carte de la Cité de Bronze. Pris de peur, il recule, mais Ning surgit de nulle part et donne un coup de pied à Constantine pour l'éloigner. Ning dit à Constantine de laisser son frère tranquille et de se trouver son propre frère. Ning Fei se réveille dans le monde réel et découvre que ses amis l'ont laissé près de la piscine. À ce moment-là, le principal Anzu arrive et demande à Ning Fei de le suivre. Il emmène Ning Fei dans une tour de guet et lui donne un fusil ainsi qu'une balle. Il explique que la balle est faite à partir de la pierre philosophale et qu'elle est capable de tuer n'importe quel dragon suprême. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'obtenir une ligne de mire dégagée sur ses yeux. Anzu explique qu'il utilisera son Lianling, appelé temps zéro, pour ralentir tout ce qui se passe autour et donner à Ning Fei une chance de tirer sur Constantine. Quelques minutes plus tard, Constantine se transforme en dragon. Anzu félicite les élèves pour leur excellent travail et leur dit qu'il prend la suite à partir de maintenant. Il utilise son Yanlin pour attaquer Constantine et ralentir le temps. Ning Fei parvient à tirer avec l'aide de son petit frère Ning. Une fois que le dragon a été touché, le directeur dit à tout le monde de passer aux munitions réelles car le dragon est désormais affaibli. Le dragon vole vers Tang et le protège de toutes les balles. Le dragon l'appelle frère avant de mourir finalement. Submergé par ce qu'il vient de voir, Tang commence à se souvenir de sa vie en tant que dragon. Il se souvient que Constantine est son frère jumeau. Il devient très triste et en colère en même temps, ce qui le pousse à enfin se révéler comme étant le roi des dragons, Norton. Plus tard, le père de Monstin demande à Anzu pourquoi il n'a pas simplement tué Tang alors qu'il ne s'était pas encore transformé en dragon. Anzu répond qu'il en a assez de sceller les rois dragons et qu'il veut en finir une bonne fois pour toutes. Il ajoute qu'il a maintenant plus de 100 ans et qu'il a besoin de quelqu'un pour reprendre ses tâches. Le sang hybride d'Anzu lui a permis de rester en vie et plus jeune que ses pères. Il révèle ensuite que les dragons sont toujours en colère lorsqu'ils perdent un être cher et que cela les empêche de réfléchir posément. Anzu est assez sûr que la colère de Norton causera sa perte. Le plan d'Anzu est d'éliminer les 4 rois dragons et, enfin, d'éliminer l'empereur, Nidhogg. Le lendemain, Finger et Ming Fei sont vus dans leur dortoir en train de discuter des événements de la veille. Finger dit que les dirigeants de l'école sont de retour maintenant et qu'ils n'ont plus rien à craindre. Ming Fei révèle qu'il va rejoindre l'union des étudiants. À ce moment-là, un étudiant arrive pour lui remettre sa carte de club. L'étudiant dit que Nono était certain que Ming Fei rejoindrait le club et avait déjà préparé sa carte. Peu après, le principal Anju informe Kaiser qu'il a une mission pour son club. Il doit également emmener Ning Fei avec lui lors de l'expédition. Après avoir reçu la mission du principal, Anju convoque Ning Fei. Il informe Ning Fei de l'expédition à laquelle ils doivent participer. Ning Fei a peur et dit qu'il ne veut pas y aller, mais Nono entre et le convainc qu'elle prendra soin de lui comme une grande sœur le ferait. Ning Fei accepte de les rejoindre pour la mission, mais Kaiser dit qu'ils doivent le préparer dans les 2 mois à venir. Pendant les 2 mois suivants, Ning Fei est formé dans plusieurs domaines, notamment la plongée, les arts martiaux, l'endurance et la résistance, le combat à main nue et d'autres encore. Après avoir terminé son entraînement, Ning Fei se sent découragé et donne à Finger sa carte de rang S pour qu'il puisse acheter tout ce qu'il veut au cas où il mourrait. Comme à son habitude, Finger commence immédiatement à commander des choses avec la carte. Ning Fei est surpris de voir comment Finger se comporte, mais il se trompe lorsque Finger lui rend la carte. Finger l'encourage et lui assure que tout ira bien. Cela fait naître un nouveau sentiment de confiance chez Ning Fei. Finger révèle que les couples ne sont pas autorisés à plonger ensemble, mais que la raison pour laquelle Aki et Sheng ont pu le faire, c'est parce qu'ils n'ont jamais officialisé leur relation. Ning Fei se rend compte que César et Nono ne pourront pas plonger ensemble pour la mission. Pendant ce temps, Norton a convoqué l'un de ses dragons serviteurs, Samson, pour le préparer à la tâche qui les attend. Peu après, Ning Fei, Nono, Zero et Kaiser sont emmenés sur le navire pour leur mission. Le nom de leur mission est Opération Bronze. Monstin leur annonce que le navire est désormais mieux armé qu'auparavant et qu'aucun dragon ordinaire ne peut les affronter. Il révèle qu'il dispose maintenant d'une torpille avancée capable d'endommager efficacement un dragon. Leur plan est de retourner dans la cité de bronze et de la détruire avant qu'elle ne tombe entre les mains de Norton. Ils pensent que Norton devra retourner dans la cité et se transformer en cocon afin de pouvoir émerger avec toute sa puissance. Monstin leur explique les plans de plongée. Nono et Ning Fei formeront l'équipe 1,
et ils plongeront les premiers pour trouver le cocon et le faire exploser. Nono et Ning Fei se quittent, et Nono lui explique tous les détails qu'il doit connaître sur la combinaison. On lui indique qu'une ligne de conscience est attachée à eux, ce qui permettra au navire de les ramener à bord en cas de problème. Quelques instants plus tard, le duo plonge dans l'eau. En arrivant à la porte, Ming Fei est censé verser le sang pur dans un récipient situé dessus pour l'activer. À ce moment-là, la porte lui mord le doigt, mais le relâche dès qu'elle goûte une bonne quantité de sang de dragon. La porte s'ouvre et Ming Fei utilise un morceau de tissu pour envelopper son doigt avant qu'il ne plonge dans la ville. Ils arrivent dans un couloir où il n'y a pas d'eau, et le duo découvre que l'air y est respirable. Ils retirent leur masque pour économiser l'oxygène et poursuivent leur mission. Grâce à un colorant que Monstin leur a donné, ils peuvent savoir quelle direction prendre. Ils continuent de suivre la trace du colorant, où qu'elle les mène. Ning Fei et Nono traversent une salle qui illustre l'évolution des dragons et celle de l'homme. Quelques instants plus tard, ils se retrouvent devant le même pilier qu'Aki et Sheng avaient trouvé la dernière fois qu'ils étaient venus. Après avoir quitté l'endroit où se trouve le pilier, ils avancent et découvrent une salle où une grande statue a été érigée en l'honneur de Norton. Nono en déduit que le palais du roi ne peut pas se trouver au même endroit que celui où il recevait les sacrifices. Ils plongent dans l'eau en contrebas et atteignent le fond. Ils découvrent alors qu'ils se tiennent dans un cimetière de personnes ayant mené la guerre contre le roi dragon. Cela remonte à des milliers d'années, à l'époque où la ville n'était pas encore submergée. Ils trouvent une autre porte et utilisent le sang de Ning Fei pour y accéder. Cela provoque la perte de connexion avec le navire, car leur ligne de conscience a été déconnectée. Kaiser et Monstin utilisent immédiatement leur pouvoir pour tenter de retrouver leurs camarades. Pendant ce temps, Nono et Ning Fei tombent dans une partie inexplorée de la ville. Ils aperçoivent un bâtiment devant eux et entrent à l'intérieur pour enquêter. Nono dit qu'elle va utiliser ses compétences en psychologie criminelle pour essayer d'obtenir des informations. Après avoir utilisé ses compétences en psychologie, Nono découvre que le bâtiment dans lequel il se trouve est le palais de Norton, et qu'il y a vécu avec son frère il y a des milliers d'années. Nono révèle que la raison pour laquelle elle a décidé de s'occuper de Ming Fei, c'est parce qu'elle pense avoir commis une erreur en le recrutant à l'école. Elle pensait que Ming Fei resterait un jour ou deux puis abandonnerait. Après cela, Nono règle un minuteur et révèle qu'ils ont assez de temps pour remonter à la surface. Soudain, il réalise que la lampe à l'intérieur du bâtiment est allumée, et que quelqu'un a dû l'allumer récemment. Ils comprennent alors que Norton est actuellement dans la ville, et le duo commence à s'enfuir. Ils atteignent la porte par laquelle ils sont arrivés et l'utilisent pour retourner à leur emplacement précédent. Les deux arrivent sur place pour découvrir que quelqu'un a retiré la ligne de conscience qu'ils étaient censés utiliser pour retourner au vaisseau. Ils ne mettent pas longtemps à se rendre compte que la ville a été redémarrée et que tout commence à s'effondrer. Ils retournent au palais pour trouver une autre porte qui leur permettrait de sortir. De retour sur le vaisseau, Kaiser veut plonger pour aller les chercher, mais Monstin le met en garde et lui rappelle qu'ils sont là pour tuer le roi dragon. Plonger dans l'eau compromettrait l'objectif de leur mission. Maintenant dans l'eau, Nono et Ning Fei essaient toujours de trouver une issue. Ning Fei se souvient du code du coffre que Ming lui a donné à propos de la carte. Ning Fei active à nouveau le code. À ce moment-là, ils entendent la voix de Finger qui leur parle. Ming Fei demande à Finger de regarder la carte de la cité de bronze qu'ils ont et de s'en servir pour les guider hors de la ville. Il s'avère que Ming Fei utilise le cerveau de Monstin comme relais de signal pour avoir pu contacter Finger. Finger analyse la carte, mais il n'a pas assez d'accès informatique car il est classé F. Il se souvient soudain qu'il a un atout dans Famanche. Il contacte Eva, qui a toujours été sa meilleure amie, pour lui donner un accès illimité. Grâce à cet accès, Finger peut analyser la carte en détail. Il commence à donner à Nono et Ming Fei les instructions qu'ils doivent suivre pour sortir de la ville. Pendant ce temps, le cerveau de Monstin a surchauffé et il tombe hors service. César prend le contrôle du vaisseau et donne des instructions à tout l'équipage à bord. Soudain, un dragon attaque le vaisseau, et l'équipage pense qu'il s'agit de Norton. César ordonne au vaisseau d'avancer à toute vitesse. Le dragon les poursuit, mais Hero se rend vite compte que ce n'est pas Norton qui les chasse. Ils aperçoivent Norton debout sur une colline au loin. Le dragon qui les poursuivait les dépasse pour aller à la rencontre de Norton. En s'immergeant dans l'eau, ils découvrent que le dragon qui leur causait des problèmes est Samson. Samson rejoint Norton, et le roi des dragons remercie son fidèle serviteur pour ses services. Norton tue Samson et fusionne avec son corps. L'équipage comprend que Norton a fait cela pour éviter de devoir retourner dans un cocon afin de retrouver toute sa puissance.
Fusionner avec Samson équivaut presque à retrouver toute sa force. Pendant ce temps, May se tient au loin. Elle reçoit des instructions de son employeur, elle doit s'assurer que Norton meurt, mais Ning-Fei doit rester en vie. De retour dans l'eau, Nono et Ning-Fei trouvent le corps de Shenk. Ils découvrent qu'il avait trouvé un livre qu'il était censé ramener au vaisseau, mais il n'a pas pu le faire car il a sacrifié son oxygène pour Aki. Nono prend le livre et souhaite à Shenk un repos paisible et éternel. La ville commence à se désagréger à un rythme accéléré, et Ning-Fei commence à paniquer. Cependant, son moi intérieur le réprimande et lui dit de se ressaisir. Son moi intérieur lui dit qu'il compte toujours sur quelqu'un pour le sauver sans jamais avoir fait d'effort lui-même. Après avoir reçu une leçon de la part de son double intérieur, Ning-Fei trouve la confiance nécessaire pour continuer. Ils arrivent bientôt devant une porte, mais le mur de la ville commence à s'effondrer sur eux. Ning-Fei essaie de déverrouiller la porte avec son sang, mais le sang ne coule plus car il est resté trop longtemps sous l'eau. Il essaie d'utiliser un couteau pour se couper, mais il panique et le laisse tomber. Voyant que le mur est sur le point d'écraser Nono, Ning-Fei enlève son masque et utilise ses dents pour se mordre le doigt. La porte se déverrouille et le duo est emporté hors de la ville. Monstin parvient à informer le navire que Nono et Ning-Fei ont besoin d'aide à cause d'une fuite d'oxygène. Le navire fait immédiatement demi-tour vers sa position d'origine et largue une cloche de sauvetage dans l'eau. Nono gifle Ning-Fei pour le sortir de son état d'inconscience. Ning-Fei ouvre les yeux et découvre qu'il partage le même oxygène que Nono parce que sa propre combinaison est endommagée. Le problème qu'il rencontre maintenant est de savoir comment remonter à la surface avec la quantité limitée d'oxygène dont il dispose. Au même moment, Zieng arrive en hélicoptère pour venir en aide à l'équipe. De retour dans l'eau, Nono décide d'enlever sa combinaison et de la faire porter à Ning-Fei à la place. Nono est une plongeuse experte, donc elle peut tenir plus longtemps que Ning-Fei. Le navire poursuit sa route vers l'emplacement de Nono et Ning-Fei. César réfléchit à un moyen de combattre Norton. Zero propose l'idée d'utiliser les torpilles contre lui. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer d'être à moins de 100 mètres de lui pour qu'il n'ait pas le temps de faire fondre la torpille. Les torpilles se déplaceront à la vitesse d'un avion, et l'effet contre Norton sera considérable. César se rend sur le pont du navire pour affronter Norton. Zero rappelle à César de se boucher les oreilles, car l'explosion sera trop forte pour ses tympans, étant donné qu'il utilisera ses pouvoirs à ce moment-là. César se couvre les yeux pour mieux se concentrer sur ses capacités auditives. Il active ses pouvoirs et tire quelques balles à fort impact sur Norton pour le mettre en colère. Une fois qu'il sera suffisamment en colère, il concentrera son attention sur César, et la torpille aura de grandes chances de toucher Norton. Alors que le combat s'intensifie, César lève brièvement sa barrière pour permettre à Zieng de distraire lui aussi le roi dragon. Zieng attaque avec la flamme royale, mais Norton neutralise facilement son attaque. Cela n'a rien d'étonnant puisque le pouvoir de Zieng provient de Norton. Voyant que le roi dragon est distrait, César ordonne à Zero de lancer la torpille. Cependant, César oublie de se couvrir les oreilles alors que la torpille fonce droit sur Norton. La torpille touche Norton et l'attaque s'avère dévastatrice. Norton tombe dans l'océan et l'équipage s'enthousiasme, pensant que tout est terminé. L'oreille de César commence à saigner, mais Hiro affirme qu'une petite intervention chirurgicale pourra réparer les dégâts causés. Dans l'eau, Nono et Ning-Fei aperçoivent la cloche de plongée devant eux. Ils sont heureux d'y être enfin arrivés. Nono pousse Ning-Fei dans la cloche, mais alors qu'elle s'apprête à entrer, Norton surgit et transperce Nono avec sa queue. Ning-Fei regarde Nono mourir devant lui tout en se remémorant tous leurs souvenirs ensemble. Il pense à la façon dont Nono a toujours été là pour lui. La douleur de perdre Nono pousse Ning-Fei dans le monde des visions, où il se retrouve sur un radeau. Il voit Ningx debout à ses côtés. Ningx lui dit que Nono est en train de mourir lentement dans le monde réel, mais qu'il a peut-être encore une chance de la sauver. Ning-Fei s'emporte en disant que Nono a toujours été là pour lui. Ning-Fei révèle son désir de protéger Nono et de l'empêcher de mourir. Après avoir tout entendu, Ningx dit qu'il existe une solution à ses problèmes. Il est prêt à donner à Ning-Fei les codes de triche dont il a besoin pour vaincre Norton et aussi sauver Nono. Cependant, il y a un piège. Chaque code lui donne le droit à un quart de la vie de Ning-Fei. Une fois qu'il aura utilisé 4 codes, Ningx possédera sa vie. Désespéré de sauver Nono, Ning-Fei accepte le marché. Ningx est surpris que Ning-Fei ait accepté le marché. Il fait remarquer que Ning-Fei n'aurait jamais accepté un tel accord il y a plusieurs milliers d'années. Ningx dit que Nono a vraiment changé Ning-Fei. Ningx ajoute que Ning-Fei est officiellement tombé dans son piège.
Ningx lui donne alors le pouvoir d'empêcher Norton d'utiliser son Yanling, le pouvoir d'empêcher Nono de mourir. Il lui donne aussi le pouvoir d'utiliser n'importe quel Yanling de son choix, et Ning Fei choisit la capacité de César. Après avoir obtenu ses pouvoirs, Ning Fei retourne vers la cloche. Il nage vers Nono et la soigne. Il attache Nono à la cloche et l'envoie à la surface. Une fois cela fait, Ning dit qu'il est temps d'affronter Norton. Ning lui dit que le livre qu'ils ont trouvé plus tôt a été créé par Norton et qu'il contient les 7 péchés. Ning Fei active le livre et choisit 2 couleurs, jaune et violet, pour combattre Norton. Ning lui dit qu'il vient de choisir les 2 pires des 7 péchés et que cela va rendre son combat contre Norton un peu plus difficile. Ning Fei utilise le code pour empêcher Norton d'utiliser son Yanling et un combat s'engage entre les deux. Alors que la bataille fait rage, Norton disparaît dans l'abîme. Ning Fei tombe dans la tristesse et commence à penser aux personnes à qui il manquerait s'il venait à mourir. Ning l'emmène au pays des visions et lui remonte le moral. Il lui rappelle que la restriction de Ning Fei sur le Yanling de Norton s'estompe peu à peu. Encouragé par les paroles de son frère, Ning Fei parvient enfin à activer son propre Yanling, ce qui lui confère plus de force et de vitesse. Avec l'aide du Yanling de César, Ning Fei parvient à localiser Norton et lance une attaque dévastatrice qui le repousse au fond de l'océan. Il est sur le point d'éliminer Norton lorsqu'il se rend compte que Norton n'est autre que son ami, Tank. Ning Fei hésite, ce qui donne à Norton l'occasion de commencer à l'étrangler. Cependant, Ming intervient en tendant une dague à Ning Fei et le force à enfoncer la lame dans le dos de Norton. Alors que Ning Fei remonte à la surface, il se souvient à quel point Tang a été bon avec lui, comment Tang était le seul à croire en lui quand personne d'autre ne le faisait. Ning Fei verse des larmes amères alors qu'il continue son ascension. De retour sur le navire, Nono se réveille enfin, et l'équipage se rassemble pour applaudir aider César. Zero aperçoit Ning Fei qui refait surface au loin et nage pour aller l'aider. Elle le ramène sur le navire. Mais, qui était resté en retrait, aperçoit Norton, déjà affaibli et mourant, refaire surface sur l'eau. Elle utilise la balle de la pierre philosophale pour l'achever et informe son employeur que la mission est accomplie. Plus tard, on voit Ning Fei rencontrer le principal. Anzu lui promet la note maximale pour ce semestre, mais il doit rédiger un mémoire avant qu'il puisse tenir sa promesse. Il doit écrire sur les trônes partagés des jumeaux monarques. Anzu révèle que Nidhogg a créé les 4 rois sous la forme de 2 paires de jumeaux. Anzu pense que Nidhogg a fait cela pour les rendre plus puissants. Anzu explique ensuite à Ning Fei que les dragons prennent forme humaine pour susciter l'empathie des humains. Norton a peut-être perdu la mémoire lorsqu'il s'est échappé du vase il y a quelques années, mais cela ne l'empêche pas d'être un roi dragon. Anzu dit qu'il aurait semé la terreur sur le monde s'il n'avait pas été arrêté. Anzu donne à Ning Fei une photo de Tang lorsqu'il était encore humain, mais Ning Fei lui demande de la garder. À ce moment-là, Anzu remet à Ning Fei une lettre de ses parents. Ses parents le félicitent pour sa contribution à la réussite de la mission. Ils ajoutent également qu'ils ont hâte d'être présents pour lui le jour de sa remise de diplôme. Cette lettre fait fondre Ning Fei en larmes. Après avoir lu la lettre, le principal demande à Ning Fei des détails sur la mission. Il dit qu'il est écrit dans le rapport qu'après que César ait mis Norton à terre, quelque chose a attaqué Nono, mais qu'elle a été miraculeusement guérie et que Ning Fei a également été épargnée. Ning Fei s'apprête à répondre à la question lorsque Ming l'interrompt. Anzu dit que ce n'est pas grave si Ning Fei ne souhaite pas lui raconter ce qui s'est passé. De retour au dortoir, Ning Fei et Finger sont en pleine dispute lorsque quelqu'un frappe à la porte. Ils ouvrent la porte et découvrent César. César demande du sel avant de repartir. Apparemment, César et Xiang vivent désormais dans la chambre qui se trouve en face de la leur. Nono et l'assistante de Xiang, Suzy, ont également emménagé dans la chambre voisine de celle de Ning Fei et Finger. Nono a une brève discussion avec Ning Fei, et il s'avère qu'elle ne se souvient même pas de ce qui s'est passé. Elle se rappelle seulement que Ming Fei criait son nom et n'a pas la moindre idée que c'est Ming Fei qui l'a sauvée. En résumé, seul Ming Fei connaît tous les détails de ce qui s'est passé. Ming Fei retourne dans sa chambre et reçoit un courrier d'une personne inconnue. Il ouvre le colis et découvre un téléphone. Le téléphone lui a été envoyé par Ning pour faciliter le contact avec lui, plutôt que de devoir le traîner jusqu'à Visionland. Le téléphone sert aussi à surveiller Ning Fei afin qu'il ne revienne pas sur le raccord. Plus tard, Anzu passe en revue les réponses de Ning Fei au test 3E. Il voit que Ning Fei s'est dessiné assis à une fenêtre à côté de Ning. Anzu reconnaît Ning, mais il brûle la feuille et souhaite à nouveau la bienvenue à Ning Fei à l'académie.